Bonjour à toutes et à tous. Alors que dans certaines régions de la planète, le changement climatique commence à se faire sentir très concrètement, des projets d'agriculture durable naissent un peu partout. C'est le cas de la ferme agroécologique de Guélac au Sénégal, où s'est rendue une classe de rhétoriciens de l'Institut Saint-Charles de Luynes en région moucronoise. Cette classe s'est lancée dans un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale. Avant d'accueillir quelques élèves et enseignants impliqués dans ce projet, je vous propose de découvrir le voyage que ces élèves ont fait au Sénégal. C'est un reportage d'André Bossuroy. C'est vrai, quand on commençait ici, c'était très difficile. Il n'y avait pas un seul arbre dans le jardin, sur le terrain. Tout était déboisé. Et on me disait que tu es un fou parce que ici, personne n'emprunte cette terre parce qu'elle n'est pas fertile. On l'a tellement exploitée qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu peux tirer là? Mais je savais, puisqu'il y a l'eau, il y a la vie. On va réussir un jour à faire revivre cette terre et aussi de créer un lieu de démonstration des pratiques agroécologiques. Et ce matin, accompagnés par les élèves de la ferme école de Kaïdara, les rhétos découvrent l'importance du cocotier dans le processus de reboisement. Alors ce matin, on a fait la mise en application. Donc les personnes nous ont expliqué comment faire. Donc étape par étape, on a d'abord déplanté des cocotiers pour ensuite tailler les racines et ensuite les replanter. Où est-ce qu'on les a replantés? On les a replantés dans des bidons de plastique qu'on a réutilisés, qui avaient été utilisés auparavant. Et à l'aide d'une tige métallique chauffée au feu, on a pu faire des trous dedans pour ensuite pouvoir arroser ces cocotiers et pour qu'ils puissent bien pousser. Et donc ça, c'est un peu le projet local. Donc comme on est nombreux, ça va plus vite. On n'a pas l'habitude, mais on va s'adapter et ça peut être une nouvelle expérience qu'on ne vivra pas tous les jours en Belgique. Et donc tu es content d'avoir fait ce choix de venir ici? Oui, je suis content, je suis très content de venir ici parce que le monde est totalement bouleversé par les changements climatiques. Nous sommes responsables, l'homme est responsable des changements, du changement climatique. Je me dis que je vais me lancer sur l'agriculture écologique. J'ai eu mon diplôme d'agroécologie. Après, je me suis installé à Kaïdara. J'ai un champ de papaye, 160 pieds de papaye. Ils sont en train de production. Je vends chaque semaine 11 kilos ou 10 kilos. Ça me revient 11 000 francs. Pour un peu gagner ma vie, gagner un peu. Et chacun, là où il vit, il doit pouvoir vivre dignement, plutôt que de vouloir coûte que coûte s'exiler. Et tout ce que je voyais, que de traverser la Méditerranée pour réussir. Et j'ai passé par la Mauritanie, j'ai travaillé là-bas pendant 6 mois, 7 mois, j'ai gagné un peu d'argent, j'ai retourné, payé mon passeport, j'ai retourné en Nouakchott, j'ai continué vers le Sahara. Et plus que je fonce, plus que ça devient dur. Mais c'est à partir de là-bas que je me suis rendu compte. J'ai resté derrière moi quelque chose qui est mieux pour moi. Oui. Et finalement, j'ai décidé de retourner. À partir de là-bas, qui m'a aidé, j'ai fait une formation ici. Et lorsque j'ai terminé, les 2 formations que j'ai faites, je n'avais pas de terre pour exploiter. Et vraiment, il m'a aidé avec Hades et Kaïdara. Voilà, ils m'ont donné ça. Et j'ai commencé. On voulait que chaque jeune puisse disposer au moins d'1 hectare de terre. Et ce jeune-là, il s'est choisi dans chaque village, sur les 16 villages de la commune. Ce jeune-là, il deviendra l'ambassadeur de l'agroécologie dans son village. En fait, moi je suis installé il y a 1 an
Après, j'ai décidé de travailler sur l'agriculture biologique. Je suis l'ambassadeur de mon village pour motiver les jeunes, de les fixer, de discuter avec eux et de les défisquer pour qu'ils vivent réellement. Donc moi, je suis là aussi pour travailler et montrer aux gens que c'est possible de gagner la vie en école. Après ce reportage, j'ai le plaisir d'accueillir 2 élèves et un enseignant de l'école Saint-Charles de Ligne. Cléa Bébin, bonjour. Bonjour. Jason Fouret, bonjour. Bonjour. Olivier Castelin, bonjour. Bienvenue à tous les 3. Alors, une petite question pour commencer. Cléa, si vous me permettez, comment est-ce que vous avez vécu ce voyage au Sénégal? C'était une expérience très enrichissante. Je suis contente d'être partie avec mes camarades de classe. On a beaucoup appris en partant là-bas et c'était très bien. Jason, pour vous, qu'est-ce que vous gardez comme expérience de ce voyage? J'en garde une expérience d'enrichissement en fait. On a, comme l'a dit Cléa, appris comment ils vivaient là-bas. On les a soutenus en fait. Et franchement, non, c'était vraiment génial. Alors Olivier Castelin, donc vous êtes enseignant à l'Institut Saint-Charles, donc vous êtes engagé, je crois, depuis plusieurs années dans ce projet d'éducation à la citoyenneté mondiale. En quoi consiste ce projet en fait? Eh bien, en fait, donc, on a commencé le projet en 2011 et on voulait faire un voyage réto qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Et comme notre école était déjà bien engagée dans tout ce qui était développement durable, coopération, développement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un voyage comme ça avec nos rétos. Et donc, on part là-bas avec un objectif, c'est un peu la sensibilisation. On va un peu leur montrer ce qu'est la coopération, développement. On va les intégrer dans un mode de vie qui est différent pour que les jeunes puissent se rendre compte un petit peu des difficultés que les populations locales peuvent vivre là-bas, quoi. Et donc ça fait 8 ans que vous faites ces voyages, c'est pour toutes les rétos de votre école, c'est pour une classe. Comment vous faites en fait pour choisir les élèves? Eh bien, en fait, il n'y a aucun choix. Bon, je veux dire, on a la chance d'avoir des rétos qui ne sont pas très nombreuses. Donc chaque année, on part plus ou moins avec 25-30 élèves et viennent ceux qui veulent. Donc il n'y a aucun choix qui est fait de notre part. Si les élèves ne viennent pas, c'est vraiment personnel, quoi. Mais sinon, tout le monde vient. Alors Cléa Bébin, quand on regarde le projet qu'on vient de voir au Sénégal, cette école en même temps ferme agroécologique, on a l'impression que finalement, ce n'est pas si compliqué de faire bouger les choses. C'est par des moyens très simples qu'on peut faire avancer les choses. Enfin, c'est vrai entre guillemets, il faut juste se donner la motivation et la détermination de le faire et surtout la patience de le faire. Le chef de l'école de Kaïdara, c'est ce qu'il dit tout le temps. Tout le monde lui disait qu'il était fou, mais il a essayé et avec de la patience et en travaillant sa terre, en attendant, il a réussi à faire ce que d'autres n'auraient jamais eu le courage de faire. Il dit juste qu'il faut avoir le courage et le temps et la patience. Et Jason, est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris beaucoup de choses en allant au Sénégal, peut-être même plus que ce que vous avez pu apporter? Oui, c'est sûr. C'est vraiment une autre culture là-bas. On a appris vraiment comment ils faisaient là-bas pour faire de l'agriculture, pour l'élevage, tout ça. Du coup, oui, j'ai plus appris que ce que j'ai apporté. Aussi par rapport au changement climatique, des choses que vous pouvez peut-être faire ici, ça vous aide de participer à ce projet? Oui, beaucoup. Je retiens des bonnes sources en fait. J'essaye d'améliorer ma vie ici au niveau du changement climatique, tout ça, par rapport à ce que j'ai vécu avant. Alors Olivier Castelin, ce qui est également intéressant dans ce projet, on le voit dans le reportage, c'est que des jeunes arrivent à vivre dignement et du coup renoncent parfois à tenter l'aventure de venir en Europe. Donc c'est vraiment important pour les gens sur place, pour un réel développement. Oui, je pense que c'est un message qui est très bien perçu auprès de nos élèves cette année et que les jeunes Sénégalais nous ont bien transmis aussi. En fait, ils se disent que l'Eldorado qu'on peut avoir en Europe, elle n'existe peut-être pas non plus. La majorité disent on est chez nous, on est fiers d'être Sénégalais et on a envie de développer notre pays. Et un des moyens faciles pour développer leur pays, c'est l'agriculture. Donc tous ces jeunes-là ne sont pas spécialement riches. On a rencontré un jeune qui vivait avec 300 €, mais pour lui, il était dans l'opulence parce qu'il avait réussi à faire de son métier. Donc il vivait de sa passion, sa terre, et il allait maintenant faire venir sa femme et ses enfants pour qu'ils puissent un petit peu vivre en petite communauté, quoi.
Alors nous allons maintenant visionner un deuxième reportage. Donc, nous allons continuer de suivre les élèves de l'Institut Saint-Charles, cette fois à Dakar, donc la capitale sénégalaise, l'occasion d'une autre expérience humainement très intense. Cette séquence a été réalisée par André Bossuroy. Nous sommes ici dans un dara. Un dara, c'est une école coranique. Alors, dans cette école, on enseigne des enseignements religieux. Il y a le Coran, mais aussi il y a la connaissance de l'islam. Mais la particularité de ce dara est qu'ils acceptent qu'il y ait d'autres offres éducatives. À savoir, ils apprennent l'arabe, ils apprennent le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire et la géographie. Donc, ils font de l'enseignement général. Tous ces enfants qui sont ici viennent du même village d'origine que le maître coranique, qui est dans la région de Thiès, quelque chose comme 70 km d'ici. C'est-à-dire que tous ces enfants qui sont là sont pratiquement issus de familles de revenus modestes, voire très pauvres. Ce qui fait que les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins éducatifs, nutritionnels de leurs enfants. Donc, ce qui fait que ces enfants qui sont là, aujourd'hui, sont obligés de mendier pour subvenir à leurs besoins. Nous ne considérons ça pas comme étant véritablement une pratique saine. Et donc nous travaillons à réduire le temps que les enfants font dans la rue et progressivement éradiquer considérablement la mendicité. Donc nous sommes venus rencontrer les enfants talibés et leur proposer diverses activités. Donc manuelles parce que vu qu'ils ne parlent pas très bien le français, c'est plus facile de s'exprimer manuellement. Donc on leur propose de la peinture sur des assiettes ou des bricolages avec des bateaux. Et l'échange entre nous, entre nos cultures qui sont différentes est extraordinaire et on apprend à les connaître, même sans la parole, et c'est fabuleux. De son bras, 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 de son ma, de son doigt, doigt, doigt. Et aussi, si vous venez ici, on peut parler, on peut se donner des contacts pour mieux se connaître. Vous pourrez comprendre ce qui se passe ici et moi je pourrai comprendre ce qui se passe chez vous. Et quand on demande à Aïssatou ce qu'elle pense des migrants qui bravent les dangers de la mer pour rejoindre l'Europe, moi, je n'aime pas les voyages clandestins comme ça. Je n'apprécie pas ça vraiment. Je préfère attendre peut-être le moment venu ou un jour qu'on m'aide à passer là-bas pour faire un voyage, continuer mes études là-bas ou bien avoir du travail là-bas ou quelque chose comme ça. Il faut rêver, on a le droit de rêver, personne ne nous empêche. Mais il faut être réaliste dans cette vie où nous vivons. Il faut comprendre certaines choses qu'on devrait faire. Si tu te lèves, tu sais très bien que tu dois manger. Mais aussi, si tu rêves, tu sais très bien si ce rêve doit être réalisé ou pas. Vous comprenez? Si je rêve d'être styliste, j'ai le droit, non? J'ai le droit de rêver parce que j'ai le talent de le faire. Si tu me donnes quelque chose, un crayon comme ça, je peux te dessiner une robe très très belle et vous allez l'apprécier. Mais quand même, je ne suis pas sûre que d'ici quelques 2 ou 4 ans, quand j'aurai mon bac, si j'aurai l'occasion d'aller en France pour faire réaliser ce rêve ou pas, je ne sais pas. quittant les enfants talibés, nous nous rendons à Médina Gounass, un quartier de Dakar marqué par des inondations cycliques. Kané, premier adjoint au maire, nous sensibilise aux problèmes des habitants de sa commune. Et les gens disaient même pour ironiser, dans mon quartier à Gounass, il suffisait qu'il y ait des nuages pour que ça soit inondé. Et à chaque fois qu'il y avait des inondations, vous vivez dans l'eau, vous pataugez dans l'eau, et vous dormez dans l'eau, vous cuisinez dans l'eau. Mais à la fin de l'hivernage, vous êtes obligé, si vous voulez rester, de refaire votre maison. Et pour cela, il faut faire le remblai. Et pour remblayer, ils n'avaient pas des moyens d'acheter des gravats, ils n'avaient pas des moyens d'acheter du sable, ils remblayaient avec des ordures. Et au fur et à mesure de mettre des ordures et du sable, la maison va s'engloutir davantage, va être enterrée davantage. Vous voyez? Et vous êtes obligé chaque année, si vous restez, de soulever encore. Vous êtes obligé d'élever 2 briques, 3 briques, 4 briques.
Donc on a des étages, mais malheureusement l'étage c'est souterrain, c'est enterré, complètement enterré. Voilà, c'était la fenêtre à l'époque. C'était une fenêtre, hein? Ça c'était une fenêtre. Et nous à l'époque, on se battait pour dire que le quartier est assis sous une bombe écologique. Peter Hannegaard, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, vous n'êtes pas enseignant, je pense, à Saint-Charles. Par contre, vous êtes membre de l'ASBL Baobab. Alors, en quelques mots, comment êtes-vous impliqué dans ce projet? Bien, moi, je pense que mon rêve, c'est de donner des lunettes aux élèves pour qu'ils puissent regarder, comme je dis, à 360 degrés, avec une vue à 360 degrés, la coopération, et le Sénégal en particulier. 360 degrés parce que, comme dit le pape dans son encyclique Laudato Si, tout est lié. Il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi le culturel, il y a aussi l'humain. Et moi, ce que j'aime bien quand je rencontre les élèves et quand je rencontre chaque année les partenaires au Sénégal, c'est de leur rendre une dignité. Et on l'a vu avec les gens qui essayent de partir qui essayent de traverser la Méditerranée pour venir en Europe, l'Eldorado, soi-disant. Eh bien, c'est leur rendre leur dignité quand ils reviennent. C'est ce qu'on a vu aussi dans le reportage de la ferme de Kaïdara et avec les talibés aussi, quand on travaille, quand on s'occupe des talibés qui sont les enfants de rue, en fait. Hein. C'est un talibé, donc, qui sont élèves dans les écoles coraniques. Oui. Jason, vous avez visité donc, ce quartier. Qu'est-ce qui vous a frappé là-bas dans ces quartiers à Dakar? Le fait que tous les déchets, en fait, se retrouvent à terre. C'est, comme ils ont dit, pour éviter les inondations. Mais c'est quelque chose que nous, Européens, on n'a vraiment pas l'habitude. On marchait un peu partout dans les déchets, ça se sentait évidemment. Et tandis que pour eux, c'était normal, limite, les enfants étaient pieds nus et ils couraient comme ça, ils jouaient au foot. Donc c'est ça qui m'a le plus choqué. Cléa, ça vous a frappé aussi, cette différence, enfin la pauvreté là-bas par rapport à la vie chez nous? Parfois on se plaint, mais voilà, ça vous frappe aussi, cette différence? Oui, bien sûr. Ici, on se plaint, mais là-bas, comme Jason l'a dit, ils courent dans les déchets. Les femmes, elles cuisinent à même le sol sur des déchets. Il y a des chèvres qui sont partout, c'est pas hygiénique et on n'a pas l'habitude de ça. Et c'est très choquant de voir ces conditions de vie. Est-ce que c'est important pour vous, Cléa, ce dialogue avec des personnes d'autres cultures et aussi d'autres religions, hein, on voit avec cette école coranique? Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas juger ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, oui, chez nous, on a des poubelles, on marche sur des beaux trottoirs et tout, mais là-bas, ils ont l'habitude de marcher sur des déchets. Et plutôt que de dire « Ah, c'est dégueulasse », on doit comprendre pourquoi ils sont venus à marcher sur ces déchets, pourquoi ces enfants sont venus à dormir par terre, et on doit comprendre avant de juger et de critiquer. Peter Hannegaard, chez nous, certains pensent à réintroduire un service militaire obligatoire. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée aussi, peut-être, de prévoir, après la scolarité, que des jeunes puissent partir un temps, une sorte de service civil dans un pays du Sud pour voir vraiment ce que c'est? Moi, je pense que ce serait une très bonne idée. D'ailleurs, beaucoup de gens le font déjà. Hein. Beaucoup d'élèves qui sortent de l'école se disent « j'ai toute la vie devant moi ». Ou qui ne trouvent pas tout de suite une profession, qui s'engagent. Et je crois que le bénévolat devient de plus en plus important. Pas toujours facile, évidemment, puisqu'il faut que ce soit bien encadré. Mais je pense en effet que ce serait une bonne chose de vivre et de vivre cette mondialisation et cette globalisation. Oui, sur le terrain, de vivre, pas à la manière de Koh Lanta, mais de vivre vraiment pendant un an, par exemple, avec les populations là-bas. Oui, je crois que ce serait une bonne chose. Est-ce qu'il ne serait pas une bonne idée aussi que des jeunes de là-bas, du Sénégal, d'autres pays, puissent faire des séjours en Europe, peut-être pour voir aussi qu'il y a des difficultés aussi, que ce n'est justement pas l'Eldorado auquel ils pensent parfois? Et, je m'occupe d'une ONG également qui fait des échanges entre écoles. Et il y a des élèves qui viennent d'Inde, par exemple, qui viennent vivre pendant quelques semaines dans une école belge. Et c'est une manière aussi de voir qu'ils ont la chance de pouvoir aller à l'école en Inde ou dans ces pays-là. Oui.
Alors nous allons poursuivre notre voyage au Sénégal en compagnie toujours des rhétoriciens de l'Institut Saint-Charles qui vont maintenant découvrir l'océan mais surtout le désert sahélien. C'est une séquence d'André Bossuroy. Notre voyage poursuit sa remontée vers le nord, le long de l'océan Atlantique. Nous découvrons Kayar, le plus grand port de pêche du Sénégal, où des milliers de pirogues partent nuit et jour à l'assaut des vagues. Nous ferons un arrêt à Lompoul, où nous avons là notre premier contact avec le désert. Alors ici nous nous trouvons à Lompoul, c'est une région au nord du Sénégal. Ici nous nous trouvons dans une zone désertique de 10 km². Et donc ici il y a un gros problème, c'est que en fait on lutte contre la désertification de la zone. Donc le vent a poussé ce désert jusqu'ici. Donc pour lutter contre ce problème, on a pensé à planter en fait des eucalyptus tout autour de la zone. Depuis les années 70, la sécheresse qui sévit dans ces régions du Sahel gagne du terrain et dégrade l'environnement. Remontant vers le nord, nous arrivons à Guélak, un petit village habité par les Peuls, un peuple traditionnellement pasteur et nomade. Ici, le travail contre la désertification est un combat quotidien. Les éleveurs creusent des puits, cultivent des parcelles et plantent des haies pour protéger leur culture. Mais la première chose à faire, c'est d'essayer de commencer avec l'éducation et la formation pour asseoir un développement durable. Et la formation porte en fait le futur de demain, c'est-à-dire les jeunes. Il faut les préparer, il faut les armer, il faut leur donner des outils qui leur permettent de se prendre en charge dans la vie active. Le sable, il n'y a que du sable. Donc la première chose, regarde, c'est de dégager d'abord le sable en haut. Regarde, tu dégages ça. Alors là aujourd'hui on est occupé de construire des haies à partir de l'efforbe. Donc en fait du coup on crée comme ça des petits morceaux, ce qu'on appelle une repousse du coup. Ensuite on a fait des tranchées de plus ou moins 30 cm. Et donc ça va pousser et ça va faire former des haies pour protéger les champs et contre les chèvres et le vent également. Donc il y a ici à Guélak par exemple un centre de formation, on essaye de faire travailler les jeunes ensemble dans le domaine de l'agriculture. Donc le simple contact fait et la vie quotidienne fait que l'échange se fait automatiquement. Ensuite il y a des moments particuliers qu'on a consacrés à l'échange avec des questions plus formelles. Et on a pu échanger beaucoup sur leur mode de vie, sur leurs coutumes, sur leur façon de penser, sur leur avenir, etc. Et on a pu se rendre compte des difficultés qu'eux rencontraient et que nos élèves rencontraient également pour réaliser leurs rêves. Vraiment, pourquoi pas essayer de rassembler les jeunes de tous les continents, que ce soit en Europe, aussi bien qu'en Afrique, et que tout le monde soit en même pied d'égalité, vraiment travailler pour le développement vraiment du monde, je ne peux pas dire le développement de l'Afrique, mais le développement du monde entier. Voilà, mon rêve ici, c'est d'arrêter aussi l'aide humanitaire. Ouais. Parce que s'il y a l'aide humanitaire, il y a un problème. Donc pour le Sénégal, le rêve fou, c'est qu'il y a un président en Afrique pour tout le monde, avec une même monnaie et qu'il n'y ait pas de différence entre les pays. Rêve dans 10 ans, côté du Sénégal, agriculteur, éleveur, mère de famille et voyager, mais revenir au pays. Famille, maison, vie tranquille. Du côté de la Belgique, beaucoup voudraient avoir 1 ou 2 enfants, vers 30 ans, être mariés, avoir des chiens, avoir fait le tour du monde pour ceux qui voulaient le faire, être hôtesse de l'air, ou pour la plupart être des PDG d'entreprises ou être des hauts placés dans ce qu'ils sont. Donc pour accéder à nos rêves, il peut y avoir différentes difficultés. Pour nous les Belges, il y a le manque d'argent, le manque d'entraide, parce qu'être seul c'est difficile, le manque de soutien, le manque de motivation également, de persévérance, de courage et de temps. Parfois, ce que vous dites là, vous allez plus loin que ce que vous voulez dire peut-être, parce que les gens ne comprennent pas quand vous dites que, par exemple, moi je veux être président. Moi je lis entre les lignes, je ne vois pas le président, parce que je sais que ce n'est pas le président qui vous intéresse, mais je crois que j'ai en face de moi des gens qui veulent accéder
aux décisions, à là où on prend les décisions. Et vous avez raison, vous devez rêver. Rêver un jour arriver au pouvoir. Pas pour le pouvoir, mais au pouvoir pour influencer les décideurs. Voilà, Christophe Auvelag, bonjour, bienvenue aussi. Donc vous êtes aussi enseignant à l'Institut Saint-Charles de Luynes. Le projet qu'on a vu à Guélac, c'est un projet important et vous y retournez de temps en temps? On y retourne chaque année. C'est chaque fois le projet principal. C'est vraiment un lieu, je veux dire, un exemple de coopération entre nous, mais de développement durable et de projets réussis. Donc c'est un peu la même chose que ce que vous avez vu avec Kédéra tantôt. Les jeunes vont suivre des formations, donc les jeunes Sénégalais vont suivre des formations pendant 2 ans là-bas, et au bout de 2 ans, ils ont la possibilité de s'installer dans des micro-fermes et avoir leur propre entreprise et de vivre dignement avec ce projet-là. C'est vraiment quelque chose dont ils sont très très fiers. Les jeunes sont très fiers de nous montrer ça, et ça c'est quelque chose qu'on a fortement ressenti. Alors, à part les voyages que vous faites, vous travaillez aussi sur place. Je crois qu'il y a des activités sur place avec les élèves dans le cadre du projet d'éducation à la citoyenneté. Oui, ici en Belgique. Donc, il y a 2 aspects. Bon, d'abord, il faut que le projet soit accessible et le voyage soit accessible à tout le monde. Donc, il y a un aspect un peu financier. On fait des récoltes d'argent, mais ça, c'est pour financer le voyage. Mais d'un point de vue éducation à la citoyenneté, on passe pas mal de temps. En effet, on ne part pas comme ça en Afrique directement au Sénégal. Donc, il y a 2 journées de formation qu'on organise entre nous. Il y a l'ONG Île de Paix qui est venu faire une formation sur l'agriculture et le paysanne en Afrique. Doudousso qui est venu aussi en Belgique et on a passé un moment avec lui également en Belgique, un moment d'échange avec les jeunes ici présents. Alors pour terminer, Cléa, peut-être une dernière impression. On a vu, vous avez échangé vos rêves avec les jeunes là-bas. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont les mêmes rêves que vous avez ou bien c'est fort différent? D'un côté, en Europe, on est entre guillemets plus égoïste. Moi, dans le petit groupe de discussion qu'on avait, il y avait une jeune fille. Son rêve, c'était d'emmener sa grand-mère à la Mecque. Et elle ne pouvait pas le faire parce que sa grand-mère était malade et elle n'avait pas d'argent pour la soigner. Et la Mecque, c'était loin et elle n'avait pas de transport non plus. Alors que une de mes amies, son rêve, c'est de faire le tour du monde. C'est un rêve qu'elle veut faire seule, elle veut utiliser de l'argent. Du coup, on est entre guillemets plus égoïste que eux qui veulent emmener leur grand-mère à la Mecque, ils veulent devenir président, ils veulent que l'Afrique soit un pays plus uni. Et nous, on rêve d'avoir un chien, d'avoir un mari. Et en même temps, il y a certains Belges qui rêvent aussi que le pays, qu'il y ait la paix dans le monde, que la pauvreté soit abolie. Donc c'est différent, mais en même temps, il y a des ressemblances. Eh bien voilà, c'est là-dessus que nous allons terminer cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Chers amis, si vous le souhaitez revoir cette émission, c'est sur RTBF Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.